Géraud est un assassin d'âge moyen, expert dans l'art du poison, mais il a un gros problème, tous ses amis se sont mariés, alors que lui n'arrive même pas à se trouver une petite amie, il doit donc faire quelque chose pour remédier à cela avant de finir seul et mourir ainsi. Lors d'une mission de Géraud, il doit éliminer le président d'un groupe Yakuza, et le président en question est en train de faire un speedrun de cancer du poumon tout en étant assis sur plusieurs hommes presque nus utilisés comme meubles, ce qui est plutôt classe, si vous voulez mon avis. C'est une célébration pour commémorer le succès récent de leur groupe, alors le président commande du vin pour tout le monde, mais d'abord, pour s'assurer qu'il n'est pas empoisonné, il ordonne à son testeur de poison le plus fiable d'essayer le vin. Le testeur prend une gorgée, et après avoir confirmé que le vin n'a pas d'effet négatif, le président boit une gorgée. Cependant, quelques instants plus tard, le président crache une bouche de sang car le vin était bel et bien empoisonné, et le responsable était Géraud. Il avait glissé le poison dans le vin du président alors qu'il était déguisé en serveur, et son travail était fait. Il s'est glissé dans la foule comme si de rien n'était. Tout cela fait partie de son quotidien, mais sur le chemin du retour, il remarque une jolie fille flirter avec un gars dans une voiture, et il est honnêtement un peu jaloux, à tel point qu'il se laisse distraire et se cogne droit contre un lampadaire. Un peu plus tard, il retourne enfin à la base, et là, il rend compte à sa sœur du déroulement de la mission. Elle est contente d'apprendre que c'était un succès, mais elle ne peut s'empêcher de se demander comment il a réussi à glisser ce poison dans le verre du président sans que le testeur de poison ne le découvre. Il explique qu'il n'a pas du tout fait passer le poison devant le testeur, il a simplement anticipé et rendu le testeur immunisé contre ce poison particulier. Au cours des 3 derniers mois, il avait ajouté de minuscules quantités de poison à la nourriture du testeur, car il était beaucoup plus facile à approcher que le patron. Une fois que son corps a développé une résistance suffisante à la toxine, il ne pouvait plus dire si le vin était empoisonné ou non, donnant ainsi au président le feu vert pour boire le vin contaminé. Sa sœur est impressionnée qu'il ait pu penser à un plan aussi ingénieux, mais elle est surprise qu'il ait mené cela à bien, car cela semble avoir été une énorme prise de tête. Il admet que c'était agaçant à faire, mais c'était la meilleure option car personne ne s'attendrait à ce qu'un assassin élabore un plan aussi alambiqué. Sa sœur est contente qu'il s'en soit sorti indemne, mais elle a en fait autre chose à discuter, alors elle demande à Géraud s'il a réfléchi à se marier. Géraud recrache son encas quand il l'entend mentionner le mariage, car c'est un sujet sensible pour lui. Après tout, il est hors de question que quelqu'un comme lui puisse avoir une relation normale, surtout pas dans son métier. Sa sœur lui demande de reconsidérer, mais Géraud dit qu'il n'y a rien à penser, car leur grand-mère veut déjà faire de l'un d'eux le nouveau chef du clan du poison, et quand il a essayé de refuser parce qu'il est célibataire, sa grand-mère l'a mis en relation avec une parfaite inconnue d'une famille cadette et a failli le forcer à se marier sur le champ. Il a réussi à s'en sortir, mais c'est pourquoi il n'est pas pressé de se marier de sitôt, et il est parfaitement satisfait que la lignée du clan du poison s'arrête avec lui en tant que dernier maître du poison. Plus tard dans la nuit, Géraud sort rencontrer un de ses vieux amis, le maître des insectes, et les deux s'assoient pour boire un verre ensemble. Le maître des insectes mentionne qu'il a entendu dire que le maître des aiguilles a maintenant 3 enfants, et Géraud est content pour le maître des aiguilles, mais il ne pourra jamais partager cette expérience, puisqu'il va passer le reste de sa vie célibataire, mais au moins il a toujours le maître des insectes avec lui, donc ils peuvent être célibataires ensemble. Cependant, le maître des insectes a en fait quelque chose qu'il voulait dire à Géraud. Il informe Géraud qu'il pense en fait à se marier bientôt, et cette information prend Géraud au dépourvu. Le maître des insectes explique alors qu'il a récemment rencontré une fille gentille, et qu'elle l'accepte comme il est, donc il sent vraiment qu'il pourrait passer le reste de sa vie avec elle. Géraud n'arrive pas à croire que le gars dont la spécialité est les insectes ait réussi à trouver une bonne partenaire avant lui, mais tout de même, il est content pour son ami et le félicite. Le maître des insectes assure à Géraud que le fait qu'ils se marient ne changera pas le fait qu'ils sont meilleurs amis, et Géraud est content de l'entendre, mais il mentirait s'il disait qu'il n'est pas au moins un peu jaloux, car il ne peut même pas commencer à s'imaginer trouver la femme parfaite. Plus tard, Géraud est invité à la base de Gold car il aimerait lui demander une faveur. La devise de Géraud est qu'il offre des services de nettoyage à un prix raisonnable, mais seulement si la cible est mauvaise, c'est pourquoi Gold l'a amené ici aujourd'hui. En prime, il propose de laisser Géraud s'amuser un peu avec ses secrétaires avant qu'il ne se mette au travail, mais Géraud refuse car il n'y a aucune chance qu'il puisse faire quelque chose comme ça. Il dit qu'il veut juste en finir le plus vite possible, alors Gold présente la cible à Géraud, mais Kinazaki, une arnaqueuse au mariage qui a escroqué les hommes de Gold de leur argent durement gagné en les trompant pour qu'ils tombent amoureux d'elle. Cela suffit à remplir les critères de Géraud, alors il se met au travail et l'injecte avec une toxine nerveuse. Il lui dit alors que dans les prochaines minutes, chaque nerf de son corps aura l'impression d'être déchiré pièce par pièce, et qu'elle sera consciente pendant chaque minute de cette torture. Mais ne réagit pas à la déclaration de Géraud et lui dit nerveusement qu'il lui rappelle son premier amour, mais Géraud peut voir qu'elle essaie juste de se sortir de cette situation en flirtant avec lui, comme elle l'a fait avec les autres, mais admet qu'elle a arnaqué des gens,
mais elle dit qu'elle avait une très bonne raison pour cela, elle essayait de gagner assez d'argent pour payer les factures d'hôpital de son frère malade, mais elle admet que ce qu'elle a fait était quand même mal. Elle est juste contente de passer son dernier moment à regarder un visage similaire à celui de quelqu'un qu'elle aime. Le poison commence vraiment à faire effet sur le corps de May, et il est assez clair que tout ce qu'elle a dit n'était qu'une tentative de toucher le cœur de Jero, mais si vous vous demandez s'il est vraiment assez crédule pour tomber dans le piège de quelqu'un qui est littéralement confirmé comme une arnaqueuse professionnelle de l'amour, oui, il l'est. Juste à ce moment-là, Jero reçoit un appel de sa sœur, et elle s'excuse de l'appeler alors qu'il est en plein travail, mais elle doit retourner dans la branche principale de la famille, alors elle voulait le prévenir avant de partir. Cela choque Jero, alors il lui demande ce qui se passe, et sa sœur explique que leur grand-mère est très sérieuse quant à vouloir un héritier, et comme Jero n'a pas de femme et qu'ils n'ont pas pu le convaincre d'accepter le mariage arrangé, sa sœur doit le faire à sa place. Jero essaie de lui dire qu'elle n'est pas obligée de faire ça, mais sa sœur n'a pas ce qu'il faut pour échapper à la famille principale, et elle sait que si elle refuse, ils lui enlèveront probablement sa liberté pour l'utiliser comme une machine à faire des bébés. Et si c'est l'alternative, alors elle préfère se soumettre à la volonté de leur grand-mère et accepter. Jero demande à Akari ce qu'elle va faire pour sa petite amie, et elle dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de rompre avec elle. Jero lui dit de ne pas faire ça, mais elle lui crie dessus que c'est la seule solution, car elle ne veut pas que Jero doive se sacrifier à sa place. C'est vrai que Jero ne veut pas de mariage arrangé, mais il ne veut pas non plus que sa sœur ait à passer par là, alors il a une idée. Il s'approche de May et lui dit que si elle veut vivre, elle doit accepter de l'épouser. Au moins de cette façon, il choisirait quelqu'un pour qui il est déjà attiré, alors il lui demande si elle est d'accord. En entendant cela, May lui sourit avec soulagement, puis elle dit « non », alors. Jero ne s'attendait vraiment pas à cela après ce que May avait dit plus tôt, mais elle essayait juste de lui rentrer un peu sous la peau comme vengeance avant de mourir. Après tout, pourquoi voudrait-elle épouser quelqu'un qui pense qu'il est approprié de demander en mariage une personne qu'il était sur le point de tuer un instant plus tôt? Jero réalise qu'elle a raison, car lui non plus n'accepterait pas un tel marché, et May ajoute que s'il est vraiment sérieux à propos de trouver une femme, alors il doit être honnête avec lui-même sur ce qu'il ressent, sinon, il ne trouvera jamais personne. Juste à ce moment-là, Gold appelle Jero via le système de communication et lui demande s'il peut se dépêcher un peu, car il veut déjà le voir tuer May. Cependant, Jero est en pleine réflexion. Il a pour règle de ne tuer que les personnes mauvaises qui méritent de mourir, non pas parce qu'il se soucie de la justice ou quoi que ce soit, mais plutôt pour lui permettre de mieux dormir la nuit. Cela dit, il tue toujours des gens pour vivre, et il s'est toujours dit qu'il méritait d'être seul pour le reste de sa vie, mais même quelqu'un comme lui pense parfois à tomber amoureux et à vivre une vie heureuse. C'est tout ce à quoi il pense ces derniers temps, mais il sait qu'il ne rencontrera jamais quelqu'un comme ça, parce qu'il n'a aucune compétence sociale. Il n'est jamais allé à l'école normale, ne s'est jamais fait d'amis, et en tant que maître du poison, il ne rencontre presque jamais de nouvelles personnes à moins que ce ne soient des assassins comme lui. Mais lui dit qu'il a juste besoin de se montrer et de rencontrer toutes sortes de personnes, car éventuellement quelqu'un finira par l'aimer, même si cela demandera probablement beaucoup d'efforts de sa part. Mais cela mis à part, elle lui dit de se dépêcher de la tuer. Après tout, elle le mérite après ce qu'elle a fait subir à son frère. Juste à ce moment-là, Gold et son équipe apparaissent dans la chambre, et il dit à Jero d'en finir, car il a déjà reçu plus que suffisamment de conseils amoureux de May. Cependant, Jero refuse catégoriquement, car il a besoin de May en vie. Il ne va pas lui demander de l'épouser, mais il croit que seule une personne ayant des compétences de marieuse comme elle serait capable de l'aider à trouver une partenaire, alors il lui propose de l'engager pour l'aider à trouver une femme. Mais ne s'attendez pas à ce que Jero dise cela, et c'est de loin le travail le plus étrange qu'on lui ait jamais proposé, mais elle est heureuse d'accepter. Juste à ce moment-là, Gold et son équipe lèvent tous leurs armes, et Gold dit à Jero qu'il ne sortira pas d'ici après l'avoir trahi ainsi. Jero ne considère pas cela comme une trahison, car sa règle est de ne tuer que la racaille humaine, et May ne semble pas assez mauvaise pour mériter la mort, mais Gold, en revanche, est une autre histoire. Son organisation gagne de l'argent en prenant des missions auprès de gens ordinaires, puis en utilisant les informations recueillies sur ces personnes pour les faire chanter et extorquer de l'argent. On ne sait pas combien de vies son entreprise a ruinées, et cela lui semble plutôt minable, donc il semble qu'il est une nouvelle cible. Jero prend une seringue et s'injecte un poison spécial, et alors que le groupe tire sur lui avec ses armes, il disparaît sous leurs yeux, avec May, avant de réapparaître au-dessus d'eux sur le plafond avec quelques fioles de poison en main. Quelques instants plus tard, Jero injecte à May l'antidote pour le poison qu'il lui avait donné plus tôt, pendant que tous les membres du gang sont soit inconscients, soit en convulsion, mais malgré les apparences, ils ne vont pas mourir. Il a simplement utilisé son poison des 300 ans de tourment, donc ils ressentiront une douleur inimaginable pendant un certain temps, mais cela finira par s'estomper. Pendant ce temps, il appelle sa sœur et lui dit qu'elle n'a pas à se soumettre aux exigences de leur grand-mère. Elle essaie de discuter avec lui, car elle a déjà pris sa décision,
mais il l'interrompt et explique qu'il vient de réaliser qu'avoir une relation sincère est l'un des plus grands miracles qui soit, et il ne veut pas qu'elle gâche sa vie pour lui, alors il promet qu'il se mariera et succédera au clan du poison à sa place. Après cela, Géraud se prépare à ramener Mai chez lui pour qu'elle puisse commencer à lui donner de bons conseils amoureux, mais il ne sait pas comment faire pour la porter, car il n'a jamais eu à toucher une fille à moins que cela ne fasse partie de son travail avant cela. À cela, Mai lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle est en fait un garçon, et Géraud n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Mai a toujours été un garçon, et la seule raison pour laquelle il était déguisé en fille est que sa dernière cible d'arnaque était un homme, donc il devait faire en sorte que cela fonctionne d'une manière ou d'une autre, même s'il vise généralement des cibles féminines, donc c'était une occasion rare. Cela mis à part, il veut se mettre immédiatement au travail pour aider Géraud, alors il l'inscrit à un événement de rencontre plus tard dans la journée, et il a un plan infaillible pour aider Géraud à faire des progrès. Mais se rend à l'événement déguisé en fille et charme tous les hommes présents pour réduire la concurrence de Géraud, et pendant qu'il fait cela, Géraud devra faire son mouvement. Géraud s'assoit en face d'une des dames à l'événement, et après qu'elle se soit présentée, Géraud se prépare à jouer sa carte maîtresse. Il lui dit qu'il gagne plus de 100 millions par an. Cela ne s'est pas très bien passé pour lui, car la fille l'a ignoré après cela, et Mai lui crie dessus en lui demandant pourquoi il ferait une chose aussi grossière, mais Géraud pensait vraiment que cela allait marcher. Il a lu sur un blog que les femmes aiment les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, mais même si cela peut être vrai dans une certaine mesure, Mai lui dit qu'il ne devrait pas commencer les conversations comme ça, car cela le fait passer pour un parfait idiot. Il conseille à Géraud au moins de regarder la fille dans les yeux et de sourire avant de dire quoi que ce soit, et Géraud prend les conseils à cœur, mais malheureusement, il a l'air vraiment effrayant quand il sourit. L'événement de rencontre a été un échec total, mais Mai dit à Géraud de ne pas abandonner encore, car le prochain plan est d'utiliser des applications de rencontre. Plus tard dans la journée, Mai réussit à obtenir un rendez-vous pour Géraud, et le rendez-vous a lieu dans un café local, mais Géraud a du mal, car la fille a commandé des desserts pour eux deux, et toute sa formation de maître du poison lui rend très difficile de manger quelque chose qu'il n'a pas préparé lui-même. Et comme vous vous y attendez, la fille a été dérangée par son comportement et est partie au milieu du rendez-vous. Après quelques tentatives infructueuses supplémentaires, Mai dit au revoir à Géraud pour aujourd'hui et lui dit qu'ils se retrouveront demain pour continuer. Cependant, alors qu'il tourne le coin, une voiture arrive en trombe dans la rue, et un homme se penche et attrape Mai. L'homme est le frère aîné de Gold, et il exige de savoir ce que Mai lui a fait, car avant, Gold parlait toujours de conquérir le monde criminel, mais maintenant il dit qu'il veut juste retourner dans sa ville natale et ouvrir une petite entreprise de nettoyage, car le crime n'en vaut pas la peine. Il sait que Mai a dû y être pour quelque chose, alors il va le torturer jusqu'à ce qu'il découvre ce qui s'est passé. Cependant, juste à ce moment-là, le groupe remarque un homme debout au milieu de la rue devant eux, et c'est Géraud. Ils essaient de le renverser, mais Géraud saute par-dessus la voiture, et en même temps, il verse un agent de nettoyage hautement corrosif qu'il a fabriqué au milieu de la voiture, la coupant en deux. Il court ensuite vers elle par derrière, et juste avant que la voiture ne passe par-dessus le pont, il attrape Mai et saute pour se mettre en sécurité. Quant au frère de Gold, après ce qui vient de se passer, la seule pensée qui lui traverse l'esprit est « Vous savez quoi ? Peut-être que finalement, être criminel n'en vaut pas la peine. » Le lendemain, Kinosaki dit à Géraud de le retrouver dans une galerie d'art, et il ne comprend pas pourquoi au début. Mais Kinosaki explique que même s'il obtenait un rendez-vous avec une fille, il le gâcherait en un rien de temps, alors ceci est un rendez-vous d'entraînement pour qu'il puisse travailler sur ses manières. Au fil de la journée, Géraud et Kinosaki parcourent la galerie ensemble, et Kinosaki agit naturellement, mais Géraud est très rigide dans ses réponses. Alors, Kinosaki lui dit de se détendre un peu parce que ce n'est pas un entretien. Cependant, Géraud ne sait pas comment se détendre, alors il s'enfuit et commence à chercher des phrases de drague sur Internet. Mais Kinosaki lui dit qu'il devrait simplement parler normalement, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour lui. Alors qu'il continue de marcher dans la galerie, Géraud finit par remarquer un kit de bonbons DI exposé, et ce n'est pas n'importe quel kit de bonbons non plus, c'est le premier qui ait jamais été fabriqué, il y a 40 ans. Géraud est très passionné par les kits de bonbons, et même si celui-ci est un objet de collection qui pourrait facilement coûter 30 millions, il serait prêt à payer 5 fois ce prix pour mettre la main dessus. Kinosaki n'arrive pas à croire qu'un kit de bonbons puisse être aussi cher, mais voir Géraud s'exciter pour quelque chose fait du bien par rapport à son moi habituellement maladroit. Et maintenant qu'il a eu l'occasion de briser la tension en parlant de quelque chose qui lui est familier, il est beaucoup plus détendu et peut réellement faire des blagues sur l'art au lieu de débiter maladroitement des phrases de drague, c'est donc un pas dans la bonne direction. Géraud est reconnaissant que Kinosaki lui offre une répétition de rendez-vous, mais il n'est toujours pas sûr comment un gars comme lui est censé trouver son charme. Mais juste au moment où il dit cela, Kinosaki attire son attention vers un type assis au premier étage de la galerie. À première vue, le mec a l'air d'un parfait bizarre, accroupi près d'une exposition et marmonnant pour lui-même,
mais il a en réalité une épouse aimante et des fans adorateurs qui se précipitent vers lui dès qu'il réalise qui il est. C'est parce qu'il est l'un des artistes les plus célèbres de cette génération, et la même règle s'applique à d'autres talents car les gens sont enclins à aimer ceux qui sont compétents dans quelque chose qu'ils apprécient ou dont ils ont besoin. Cela peut sembler superficiel de dire qu'on aime quelqu'un pour ce qu'il sait faire, mais cela fait aussi partie de votre charme, tout comme votre apparence ou votre personnalité, donc il doit tirer parti de tout ce qu'il a. Jiro comprend ce qu'il dit, mais il ne pense pas avoir de talent qui pourrait être utilisé comme faisant partie de son charme. Cependant, Kinosaki lui dit que si, après tout, il a pu éliminer toute une pièce de méchant tout seul avec ses compétences de maître du poison, et il n'y a pas moyen que quelque chose d'aussi incroyable ne soit pas considéré comme charmant. Kinosaki lui demande de se rapprocher et lui dit que tout ce qu'il a à faire, c'est commencer à aider les gens. Mais avoir quelqu'un qui lui chuchote à l'oreille est une nouvelle expérience, alors Jiro est surpris et recule d'un bond, choqué. Kinosaki continue d'expliquer que s'il fait des choses comme protéger des clients haut de gamme et sauver des otages, de préférence avec des femmes pour en être témoin, avant qu'il ne s'en rende compte, au moins une personne va craquer pour lui. Et cela ne devrait pas être trop difficile pour lui puisqu'il accepte déjà à peu près n'importe quel travail tant qu'il n'est pas carrément malveillant. Jiro ne pense pas vraiment que cela va marcher parce qu'il est un maître du poison qui assassine des gens, mais Kinosaki lui rappelle qu'il n'y a pas de règle, déclarant que Jiro peut aussi sauver des gens. Même ainsi, Jiro dit qu'il aurait l'impression de profiter de la fille s'il agissait comme lui-même juste pour qu'elle l'aime. Mais Kinosaki dit que la façon dont on rencontre quelqu'un n'a pas vraiment d'importance, que vous vous bousculiez naturellement ou que vous la suiviez pendant 3 mois à l'avance, tant que vous vous aimez sincèrement, cela fonctionnera. Prenez Shirtori, par exemple. Il a beaucoup de jeunes filles qui lui font des mamours à cause de son travail, mais il choisit quand même sa femme avant tout. Alors, il lui prend la main et commence à courir hors de la galerie pour s'éloigner de la foule. C'est une démonstration touchante de l'importance qu'ils s'accordent mutuellement, mais Kinosaki espérait aussi obtenir un autographe de Shirtori, alors il court après lui. Plus tard ce soir-là, à la galerie du paquebot, l'un des tableaux a été volé, et cela ressemble à l'œuvre du célèbre voleur d'art, Himekawa. Le garde est furieux parce que le capitaine du navire a consacré beaucoup d'efforts à rassembler ses œuvres d'art de manière pas très légale, et il ne tolérera pas que quelqu'un vole la collection qu'il a lui-même volée légitimement. Il commence à chercher des signes d'un bateau de fuite à proximité, mais ils n'ont rien trouvé sur le radar, alors il suppose qu'elle doit encore être quelque part sur le navire. Cependant, Himekawa s'est déjà échappé grâce à un requin, et elle se dirige tout droit vers la terre ferme pendant qu'il parle. Pendant ce temps, on informe le capitaine qu'un de ses tableaux a été volé, mais il n'a pas l'air trop dérangé car il pense que c'est un petit prix à payer pour enfin se débarrasser d'un nuisible embêtant. Alors qu'Himekawa atteint le rivage, elle s'apprête à retrouver son équipe pour qu'ils puissent tous s'enfuir. Mais soudain, le groupe est englouti par un tourbillon d'eau parce que le capitaine a déjà engagé quelqu'un pour s'occuper d'Himekawa. Pendant ce temps, de retour sur le navire, Kinosaki réitère le plan pour trouver une petite amie à Jiro en le faisant sauver des gens, et Jiro comprend la plupart des choses. Mais il n'a aucune idée de comment il est censé trouver des missions de sauvetage alors que tout ce qu'il a jamais fait, ce sont des assassinats. Kinosaki sort son téléphone et lui montre un site appelé Darknav, et c'est essentiellement un site d'emploi du dark web où toutes sortes de travaux criminels ou douteux sont postés pour que tout le monde puisse les accepter. Cela devrait être très facile pour Jiro de trouver une mission de sauvetage avec ça, et franchement, il est surpris que Jiro n'en ait jamais entendu parler puisque presque tout le monde dans ce métier l'utilise de nos jours. Jiro dit que tous ses travaux passent généralement par le courtier de sa famille, donc il n'a jamais eu besoin de chercher comme ça auparavant. Jiro jette un coup d'œil au tableau des offres, mais il n'est pas très impressionné par ce qu'il voit car presque tous les travaux là-bas sont liés à des arnaques ou à la contrebande. Mais c'est juste parce qu'il est actuellement sur le compte de Kinosaki, et la tromperie est son domaine d'expertise. Après avoir cherché un peu plus, Jiro finit par tomber sur une publication du capitaine du navire qui a pris Himekawa en otage, et il exige que le groupe d'Himekawa lui remette tout l'art qu'ils ont volé s'ils veulent la récupérer indemne. Le monde criminel connaît Himekawa comme une habile voleuse d'art, mais la vérité est qu'elle ne cible que les collectionneurs malveillants qui volent l'art des autres, spécifiquement pour pouvoir le rendre à son propriétaire légitime. C'est pourquoi l'équipe d'Himekawa essaie d'embaucher quelqu'un pour infiltrer la base du capitaine et la sauver. Mais malheureusement, il semble que Jiro et Kinosaki soient les seuls à s'être présentés. Le groupe s'y attendait puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour offrir une récompense décente, et aucun assassin rationnel n'acceptera un travail aussi risqué quand la paie est si basse. Heureusement pour eux, Jiro n'est pas là pour l'argent, alors il accepte de prendre le travail. Il se présente comme un maître du clan du poison, et dès que le groupe entend cela, ils sont terrifiés parce qu'ils ne s'attendaient jamais à croiser un maître du poison ici. Normalement, ils devraient vendre tous leurs organes rien que pour couvrir les frais de courtier pour quelqu'un d'aussi compétent que lui. Mais s'il est vraiment prêt à les aider, alors ils ne vont pas dire non. Cependant, avant que Jiro ne se mette au travail, il a une question très importante, alors il demande au groupe s'ils sont célibataires. Pendant ce temps,
Himekawa est actuellement détenue dans les quartiers privés du capitaine, et le capitaine parle de combien il la trouve belle, alors il dit qu'il lui épargnera la vie si elle accepte de faire partie de sa collection, mais Himekawa refuse catégoriquement. Elle est venue ici pour voler ce tableau parce que le mari de la femme sur le tableau a dit que c'était la dernière chose que lui et sa fille avaient pour se souvenir de sa défunte épouse, alors ils étaient absolument dévastés quand il a été volé. C'est pourquoi Himekawa a accepté de le voler en retour, et elle refuse d'abandonner tant qu'elle ne l'aura pas rendu à ses propriétaires légitimes. Mais le capitaine n'a aucune intention de la laisser faire, alors il ordonne à son mercenaire de torturer Himekawa jusqu'à ce que sa détermination soit brisée. Pendant ce temps, Jiro et Kinosaki sont en route pour sauver Himekawa, et pendant qu'ils courent, Kinosaki dit à Jiro que poser une question comme celle-là était vraiment risqué. Il a été heureux que les gars aient cru que c'était un code pour la mission, mais s'ils savaient qu'ils faisaient cela juste pour essayer de faire craquer Himekawa, cela ruinerait tout le plan si elle le découvrait. Finalement, ils arrivent à l'endroit où le GPS d'Himekawa indique qu'elle devrait être. Mais dès que Kinosaki atteint le haut des escaliers, il se retrouve avec 2 canons de fusil de chasse pointés sur lui par les gardes. Heureusement, avant qu'il ne puisse être abattu, Jiro parvient à éliminer les gardes d'un coup de pied fendu, tout en faisant du farming Dora avec les mains dans les poches. Il se tourne alors pour demander à Kinosaki s'il va bien, et il dit qu'il va bien, mais il commence à penser qu'il devrait s'asseoir celui-ci parce qu'il n'est pas vraiment un type combatif. Cependant, Jiro dit qu'il a besoin que Kinosaki vienne avec lui parce qu'il n'a jamais rencontré cette fille auparavant, et il a peur de tout gâcher s'il est seul. De retour dans les quartiers du capitaine, Himekawa subit la waterboard depuis 5 minutes. Mais le capitaine dit à Ushio de s'arrêter pour l'instant parce qu'il vient d'apprendre qu'il y a 2 intrus à proximité, alors il veut qu'Ushio aille s'occuper d'eux. Et pendant son absence, le capitaine prévoit d'essayer des méthodes de torture plus créatives sur Himekawa. Alors que Jiro et Kinosaki continuent de se diriger vers Himekawa, Kinosaki demande à Jiro ce qu'il compte dire quand il la trouvera enfin. Et tout en éliminant un groupe de gardes, Jiro répond « Bonjour, voulez-vous s'il vous plaît m'épouser ?» Kinosaki lui dit immédiatement que c'est une terrible idée parce qu'Himekawa est probablement terrifiée en ce moment, et la dernière chose qu'elle veut entendre, c'est le gars qui l'a sauvée lui faire une demande en mariage sur place. Pendant ce temps, du côté d'Himekawa, le capitaine pointe une arme sur sa tête, et elle pense qu'il va lui tirer dessus. Mais c'est en fait pire que ça parce qu'il pointe son arme sur le tableau et menace de lui tirer dessus si Himekawa ne se soumet pas à lui. Himekawa a promis de rendre ce tableau en un seul morceau, et elle ne peut pas le faire si le capitaine le détruit, alors elle s'apprête à céder et à accepter de faire tout ce que le capitaine veut. Mais juste à ce moment-là, son bras est complètement arraché, et il voit alors une figure enflammée sortir du tableau et engloutir tout son corps dans les flammes. Mais cette partie n'est qu'une hallucination causée par une dose du poison de Jiro, et le capitaine va être inconscient pour un bon moment. Jiro s'approche d'Himekawa et récite sa phrase d'entraînement, se présentant comme le maître du poison et lui disant qu'elle est en sécurité maintenant parce qu'il est venu la sauver. Himekawa est soulagée que quelqu'un soit venu la sauver, mais elle sait que son groupe n'a pas le genre d'argent nécessaire pour engager un maître du poison. Alors, elle craint que ses amis aient vendu leurs organes pour le payer. Pendant ce temps, Jiro panique parce que même s'il a fait une bonne introduction, il n'a pas pensé à ce qu'il allait dire après, donc il ne sait pas quoi faire maintenant. Kinosaki s'approche et commence à détacher Himekawa avant que Jiro ne dise quelque chose pour tout gâcher. Mais juste à ce moment-là, Ushio attrape Himekawa et l'entraîne au loin. Jiro peut voir qu'Ushio sera un adversaire difficile à battre pour lui, alors il s'injecte lui-même et se précipite sur elle avec une dose létale de poison. Mais avant qu'il ne puisse entrer en contact, Ushio s'échappe avec une soudaine explosion d'eau. Jiro attrape Himekawa et la lance vers Kinosaki pour qu'il puisse la garder en sécurité pendant ce temps pendant qu'il va s'occuper d'Ushio. Ushio tente d'écraser Jiro en remplissant son bras d'eau pour maximiser l'impact, et le coup crée un trou dans le sol. Mais Jiro parvient à bloquer la majeure partie des dégâts. Ushio se précipite alors de nouveau vers Jiro, mais au lieu d'attaquer, elle lui tend une carte de visite et se présente comme une maîtresse de l'eau. Elle vient de réaliser que Jiro est un maître du poison, et elle préférerait ne pas affronter un autre maître parce que les pertes encourues pour le battre seraient trop grandes. Alors, elle demande s'il serait prêt à s'en aller si elle lui propose de payer 10 fois ce que l'équipe d'Himekawa a payé. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, Kinosaki remarque que la seringue utilisée par le héros contient encore du liquide, et il envisage de se l'injecter pour pouvoir aider Jiro à se battre. Mais Jiro lui crie de ne pas y toucher parce que ce n'est pas une drogue d'amélioration, c'est du poison mortel. Chaque famille d'assassins a un trait génétique qu'elle transmet de génération en génération, et dans la famille de Jiro, c'est la capacité d'augmenter considérablement leurs attributs physiques lorsqu'ils ont du poison mortel qui coule dans leurs veines. Des traits génétiques comme celui-ci sont aussi la raison pour laquelle Ushio est capable de contrôler l'eau si librement au combat. En ce qui concerne l'offre qu'elle a faite il y a un instant, Jiro la refuse, et elle est déçue d'entendre cela parce qu'elle sait que le combattre va coûter cher, mais elle n'a pas le choix. Elle lance une explosion d'eau sur lui, mais Jiro parvient à l'esquiver parce que ses capacités deviennent plus fortes puis il est proche de la mort.
Cependant, prendre l'une de ces explosions de plein fouet serait une condamnation à mort, donc il doit éviter d'être touché. Ushio ne comprend pas pourquoi Gero investit autant d'efforts dans cette mission alors qu'il n'a rien à y gagner, et elle commence à se demander si Gero et Himekawa pourraient être impliqués romantiquement d'une certaine manière, mais Gero ne répond pas. Il parvient à utiliser une aiguille pour gratter la combinaison d'Ushio, et au début, elle n'est pas trop inquiète. Mais ensuite, la rayure s'enflamme parce que l'aiguille était imprégnée d'un acide hautement concentré. Gero profite alors de l'opportunité pour frapper Ushio plusieurs fois dans la plaque faciale jusqu'à ce qu'elle se fissure. Et pendant qu'il fait cela, il explique que même si Himekawa est une inconnue pour lui en ce moment, elle pourrait devenir quelqu'un de spécial pour lui à l'avenir, alors il va faire tout son possible pour la sauver.